Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Le monde des startups vous passionne ? Alors vous allez adorer cet épisode. Nous vous partageons notre discussion avec Frédéric Nicolas, délégué général de la French Tech Brest Plus. Malgré son nom, la French Tech Brest Plus regroupe deux départements, le Finistère et les Côtes-d'Armor. Si la mission de la French Tech est de faire de la France un des pays les plus attractifs au monde pour les startups, celle de la French Tech Brest Plus est de rendre ces deux territoires attractifs pour les startups françaises. Une mission assurée par le dévouement de Frédéric et de son équipe, avec de nombreux événements et accompagnements comme Ticket to Pitch, West Startup ou Femmes et Numérique. En plus de l'impact de la French Tech sur les entrepreneurs, on parle aussi de l'écosystème startup en général. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de nous accueillir une nouvelle fois ici à la French Tech Brest Plus. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et nous présenter rapidement la French Tech Brest Plus ? Oui, bien sûr. Donc, bienvenue à vous au sein du Totem, effectivement, au sein des Capucins à Brest. Moi, je m'appelle Frédéric Nicolas, j'ai 45 ans et depuis 7 ans, je m'occupe de la French Tech sur le territoire, donc qui répond au joli nom de la French Tech Brest Plus. Donc, on aura l'occasion d'en parler, mais on est sur une dynamique multiville. Donc, on parle de l'Ouest breton sur plusieurs villes, donc Brest, Morlaix, Lannion, Quimper, qui sont impliqués dans ce dispositif French Tech qui veille à aider les startups à se créer et à se développer. Je pense qu'on aura l'occasion de développer. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir délégué général de la French Tech Brest Plus en 2016, donc après 15 ans organiser des événements B2B ? Tout à fait, tu es bien renseigné, donc 14 ans même, je dis souvent 2 septennats, parce que je trouve que ça, on se rend encore plus compte de la durée. C'était beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs dans mon expérience précédente, mais effectivement juste un mot sur mon expérience précédente, moi je m'occupais d'événements B2B en fait qu'on organisait en France pour une petite boîte basée à Paris, que moi j'avais fait après mon école de commerce, donc j'ai fait une école de commerce à Lille, et donc j'avais ensuite fait ce travail-là, qui était donc l'organisation d'événements en B2B un peu partout en France. Alors je dis que c'était un peu long, mais c'était hyper formateur. Ça a permis de toucher en fait plein de sujets. Alors à l'époque, on parlait pas encore beaucoup de start-up, mais on parlait d'e-commerce, on parlait de CRM, on parlait de système d'information, on parlait de pas mal de sujets qui m'intéressent bien. Et donc j'organisais des événements, donc avec un côté à la fois logistique, commercialisation, prise de parole en conférence, pas mal de sujets finalement qui faisaient sens. Et puis quand ce poste-là est arrivé donc en 2015, et donc moi je suis arrivé, j'ai pris mes fonctions en 2016. En fait, je trouvais hyper intéressant parce que du coup, ça permettait de s'impliquer en local, puisque je suis très attaché au territoire. J'avais vraiment à cœur de rentrer sur le territoire. À l'époque, je travaillais encore en télétravail à Brest, mais bref, j'avais envie de m'impliquer à 100% sur mon territoire. Ça parlait économie, ça parlait nouvelles entreprises, nouvelles formes d'organisation, et ça parlait d'animation d'écosystème, donc c'est pas mal de choses qui résonnaient en moi. Ouais. La mission de la French Tech, c'est de faire de la France un des pays les plus attractifs au monde pour les startups. Est-ce que la mission de la French Tech Brest Plus, c'est de faire du Finistère le département le plus attractif de France pour les startups ? Disons que c'est une belle ambition. Je vais pas. Si on y arrive, c'est très bien, mais je pense que. Donc effectivement, juste pour reprendre rapidement sur la genèse de la French Tech, au niveau national, international, c'était donc un label pour permettre à la France, en gros, de rayonner plus largement, d'embarquer une dynamique d'entrepreneurs, de start-up, et aussi, comme je le dis souvent, par rapport au CES de Las Vegas, par exemple, où les Français y allaient en ordre dispersé, l'objectif c'était d'avoir un vrai impact. D'où le nom de la French Tech, le coq, le côté rouge, un peu sexy, il y a pas mal de choses qui interpellent en fait. Ouais. Et donc il y avait vraiment cette volonté-là. Et attirer, donc à la fois donner plus de visibilité et attirer le regard d'investisseurs internationaux, parce qu'on parle beaucoup, quand on parle start-up, on parle beaucoup levée de fonds, et aussi que des investisseurs se disent, ok, en France il se passe quelque chose, c'est peut-être pas la Startup Nation initialement nommée, mais il se passe quelque chose en France. Et après, nous, évidemment, au niveau de la France, nous on veut montrer que l'ouest de la Bretagne est là aussi un peu la côte ouest, comme la Silicon Valley, non mais on a plein d'arguments en fait. Et aujourd'hui, je pense encore plus qu'il y a quelques années, on aura l'occasion d'y revenir, mais je pense que sur des notions d'attractivité territoriale, de rétention de talent, il y a énormément de choses à faire et je pense qu'on a une vraie carte à jouer en fait.
Et comment est née la French Tech justement? C'était une initiative de l'État, une initiative de start-upers qui se sont regroupés Ouais, c'est une initiative de l'État, effectivement. Donc cette année, en 2023, en fait, les 10 ans de la genèse de la French Tech, c'est 2013, même si après, il y a eu différentes premières labellisations dans les années 2014, 2015. Encore une fois, moi je suis arrivé en 2016, donc moi, je fêterai pas mes 10 ans en 2023, mais quand même ça commence à compter. Et l'idée, c'était effectivement de labelliser au démarrage des zones, des métropoles. Donc il fallait avoir le statut métropolitain pour pouvoir candidater, ce qu'avait Brest. Et du coup, la volonté, c'était de s'associer avec d'autres territoires, avec d'autres villes en proximité, d'où le French Tech Brest Plus avec Morlaix, Lannion, Quimper, pour avoir une force de frappe plus importante. Et donc, en local, ce sont les technopoles qui se sont dit « Ok, on va s'emparer du sujet pour porter le label French Tech ». Donc aujourd'hui, depuis 2016, ce sont les technopoles de l'Ouest, donc Technopole Brest-Iroise, Lannion Anticipa et Quimper Cornouailles, qui portent le dispositif French Tech. Et donc l'équipe French Tech, qui est aujourd'hui composée de 5 personnes, est répartie entre les technopoles. Et on essaye d'avoir cette mission à la fois de bienveillance, mission collective, pour bref, faire émerger et faire croître des startups sur le territoire, quoi. Et ça, c'est une spécificité locale d'avoir plusieurs départements regroupés comme ça, ou ça existe à d'autres niveaux? Alors, ça existe à d'autres niveaux, mais effectivement, il y a pas mal de cas de figure un peu différents. On va dire que dans certaines très grosses métropoles, on parle de la French Tech de Nantes, de Lille, de Lyon, etc. Mais il peut y avoir aussi des alliances de villes. Okay. Voilà, donc c'est par exemple le cas dans l'Est, c'est également du côté de Nice également. Donc on peut retrouver quand même des alliances de plusieurs villes, et nous je pense qu'on a une vraie complémentarité, puis on a une vraie force collective de travailler ensemble à 4 villes, quoi. Quelles sont les valeurs défendues par la French Tech Brest Plus ? Alors les valeurs, on les a pas écrites véritablement, mais on va dire que alors moi je travaille pas mal au ressenti, aussi à l'instinct, etc. pour se dire quelles actions on doit faire et qu'est-ce qui doit être le plus utile. Mais on va dire que ce qui transparaît, je pense, de nos actions, c'est de la bienveillance déjà pour les porteurs de projets, parce que pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, il y a quand même, c'est un chemin semé d'embûches quand même, et on parle souvent d'un sprint sur la durée d'un marathon. Donc je pense qu'on a bien l'image. Donc, faut être bienveillant, faut être du coup encourager évidemment le porteur de projet. Je pense qu'il y a une vraie dimension d'ouverture, c'est-à-dire que nous, on travaille, on aura sans doute l'occasion de revenir, mais on travaille beaucoup entre start-up et autres typologies d'entreprises. Donc, on fait des actions entre des start-up et des ETI, notamment des entreprises de taille intermédiaire. On pourrait y revenir. On travaille avec des acteurs comme Produits en Bretagne ou autres pour notamment croiser un peu ces deux mondes en fait. Parce que les start-up sont pas dans un monde à part. On veut pas les laisser sous cloche en fait. On veut vraiment les faire interagir avec l'économie traditionnelle entre guillemets. D'où l'intérêt vraiment d'être ouvert d'esprit et d'essayer de faire croiser les réseaux. L'Ouest de la Bretagne, je pense que c'est une vraie terre de réseau. Récemment, vous avez interviewé Françoise Lelanne, par exemple, Investir en Finistère, qui vous a aussi parlé des interveux, tous les actions interclubs. Et franchement, le nombre de réseaux ici, on est au bout, quoi. On est à la pointe. Si on ne travaille pas, nous, au collectif, on a tous à perdre, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est vrai que, mis à part Françoise, à peu près toutes les personnes qu'on a interviewées dans le cadre du podcast nous parlent du réseau systématiquement comme étant une force de la Bretagne. Complètement. Donc, moi, on essaie vraiment d'être transversaux, nous, dans notre action, pour pouvoir, encore une fois, montrer que la start-up, c'est juste un certain type d'entreprise, mais elle doit interagir en fait avec les acteurs institutionnels, avec d'autres entreprises, avec des étudiants. Nous, on cherche vraiment à faire de la transversalité entre ces différentes typologies, quoi. Et je pense que c'est au bénéfice de tout le monde. Comment se déroule la labellisation French Tech? Tu disais qu'il fallait être métropole tout à l'heure, mais j'imagine que c'est pas le seul critère. Ça serait trop simple sinon. Ouais, bien sûr. Ouais. Effectivement, au démarrage, on parlait de métropole French Tech. Après, on a parlé de capitale French Tech en 2019. Ouais. Donc, on a eu la chance, nous, en 2019, de déposer un dossier et de faire partie des 13 capitales French Tech au niveau français. L'ouest de la France est plutôt bien desservi, puisque en dehors de nous, on avait la French Tech Rennes-Saint-Malo, la French Tech de Nantes également. Donc finalement, si on considère une Bretagne à 5 départements, on avait 3 des 13 capitales French Tech, donc ce qui est pas mal. Donc ça veut dire qu'il y a des régions qui n'en ont pas? Donc ça veut dire que, tout à fait, il y avait des régions qui n'en avaient pas. Et donc là, on continue à parler donc de capitale et de communauté French Tech. Le statut métropolitain est une condition sine qua non, mais derrière, l'idée c'est de montrer une certaine densité de l'écosystème. Donc forcément un nombre conséquent d'acteurs sur de l'accélération, de l'incubation, de création de start-up, de levée de fonds, d'événements à portée régionale, nationale, internationale. Bref, c'est pas mal de paramètres. Nous, on maîtrise évidemment pas tout pour une labellisation, relabellisation,
Mais clairement, nous, on essaye de montrer qu'on est un territoire hyper actif, que, entre guillemets, on a tout pour plaire ici, et que pour des porteurs de projets qui, par exemple, sortent d'écoles d'ingénieurs ou autres, ils auront peut-être envie d'aller voir la lumière à Paris ou à l'international, ok, mais peut-être que dans quelques années, ils reviendront sur le territoire, parce que finalement, encore une fois, on a de la formation, on a des entreprises, on a du réseau, on a énormément de choses, une attractivité territoriale qui est très forte. Donc voilà, on essaye de jouer notre carte à fond. Et pour la relabellisation que vous avez récemment obtenue, est-ce que c'est le même dossier ou est-ce qu'il y a d'autres critères ? Alors le dossier c'était pas le même critère, il y avait des choses nouvelles qui arrivaient, des notions effectivement de transition, d'impact par exemple, qui étaient assez peu présents sur les premières années, mais qui aujourd'hui sont évidemment indispensables, on peut pas faire sans. Donc là on va du coup travailler sur nous à d'autres niveaux, par exemple un événement autour du numérique responsable, sobriété numérique, etc. On va lancer aussi du coup un observatoire auprès des startups pour mesurer l'avancement de la prise en compte de tous ces sujets-là. Donc ça, c'est des sujets qui n'existaient pas avant. Sur la parité, par exemple, la mixité, il y a également beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'indicateurs qui nous sont demandés, mais qui nous vont dans le sens de l'histoire de toute façon, parce qu'on avait déjà commencé à travailler sur certains de ces sujets-là. Je pense à des événements comme Famille numérique ou autres. Mais du coup, ça va encore plus loin sur certains sujets, même liés à la souveraineté également. C'est un point important, avec l'actualité qu'on connaît tous depuis quelques mois ou autres, où on parle de souveraineté énergétique, de pas mal de choses. Du coup, il y a vraiment des items qui ressortent plus fortement. Là, tu nous parles des items qui vont ressortir pour la nouvelle labellisation. Quelles sont les actions concrètes que vous avez mises en place jusqu'à maintenant pour accompagner les startups ? Alors, si on a 4 heures pour en parler, c'est très bien. On essaye de faire pas mal de choses. Alors, comme je disais, on essaye de favoriser la création de startups et le développement des startups. Encore une fois, on ne le fait pas seul. C'est pas qu'une équipe aussi brillante soit-elle que l'équipe de mes collaborateurs et collaboratrices à la French Tech. On reste 5 personnes sur l'ouest de la Bretagne, donc ça représente pas énormément de force de frappe. Mais l'idée, c'est qu'on travaille évidemment avec les technopoles qui notamment vont accompagner de manière individuelle les porteurs de projets pour faire mûrir leurs projets, travailler leur modèle économique, les faire grandir. Nous, on va se positionner beaucoup sur des actions collectives qui vont permettre aux startups de trouver des collaborateurs, de challenger leurs projets, de se rendre visibles auprès d'entreprises, d'avancer sur certains sujets. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de travailler sur des freins que veulent rencontrer les startups. Ouais. Justement, recrutement. Du coup, on a créé un événement qui s'appelle le Job Connect avec le réseau ADN, où là, c'est à la fois du job dating et valorisation des métiers numériques. Sur la création de start-up, alors là, c'est un dispositif qui existait même avant que j'arrive, qui était West Startup, qui est un dispositif collectif qui permet à des porteurs de projets de ne pas rester seuls dans leur coin quand ils lancent leur entreprise. Ouais. Des gens comme Seva, par exemple, ou Théo, qui sont passés à vos micros, sont passés par ce dispositif-là, West Startup. Donc là, on est sur vraiment la création d'entreprise. Après, il y a une des actions emblématiques qu'on mène, qui est Ticket to Pitch, qu'on a fait pendant 4 ans sur un ferry à Roscoff, où là on embarque des startups et des grosses entreprises locales pour faire du matching inversé, en gros, bref, beaucoup d'anglicismes, j'en suis désolé au niveau de la French Tech. C'est normal, c'est la French Tech. Voilà, c'est la French Tech, donc en même temps c'est cohérent. Mais par exemple, cette action Ticket to Pitch, elle vise plus sous l'angle, parce que j'ai parlé avant, recrutement, création d'entreprise, là on est plus sous l'angle commercialisation et visibilité. Une petite start-up qui se lance, qui est seule dans son coin, c'est pas évident pour elle d'aller frapper à la porte d'une grosse entreprise de la région pour savoir si sa solution peut être viable ou pas. Et là, par exemple, sur la dernière édition qu'on a fait en décembre dernier, on l'a fait à la SICA, parce qu'on n'a pas pu le faire à la Brittany Ferries au sein du ferry. On est resté au début, c'était le ferry, on a fait une édition à l'aéroport avec l'avion. Là, on mettait le tracteur dans nos communications, puisqu'on était à la SICA, coopérative agricole. Mais l'idée, c'est que par exemple, il y avait le patron de la SICA, le patron de Saveol également, qui était présent à Ticket to Pitch. L'idée, c'est qu'une petite start-up puisse bénéficier d'un rendez-vous de 15 minutes avec le patron de Saveol, ce qui est quand même, il n'est pas évident à attraper dans la vie de tous les jours. Et là, du coup, il peut vite challenger l'approche. Il peut dire, ok, ton projet m'intéresse, tiens, va voir telle personne, ou alors, écoute, il va peut-être lui faire un retour négatif en lui disant, t'es le 10e projet que je vois passer sur ce truc, mon meilleur conseil, c'est d'arrêter. En fait, même dans West Startup, on est là pour encourager évidemment l'entrepreneuriat, mais aussi pour ouvrir les yeux aux entrepreneurs, si on peut leur faire gagner du temps, parce que finalement, le projet, ils ne sont pas équipés en termes d'équipe, en termes de financement ou autre.
c'est une vérité qui peut être bonne à entendre aussi pour les porteurs de projets, quoi. Ouais, c'est important de ne pas les laisser s'enfoncer dans un univers dans lequel ils n'arriveront pas à percer. En tout cas, on essaye vraiment qu'ils ne restent pas seuls dans leur coin. Il y avait toujours, alors moi ces dernières années, mais avant on entendait beaucoup des porteurs de projets qui disaient non, moi je veux pas parler de mon projet parce que j'ai peur qu'on me pique l'idée, etc. Bon, là on est c'est une légende urbaine, quoi. Je veux dire, au contraire, nous on encourage, il faut pitcher son projet parce que on a des sons de cloche différents, on peut embarquer des personnes dans l'équipe. On va grandir plus vite en fait avec ça. Donc il faut vraiment pas rester dans une culture secrète, mais plutôt s'ouvrir, communiquer et voilà. Donc je vous ai parlé de West Startup, de Ticket to Pitch, de Job Connect. On fait donc femmes et numérique aussi sur la mixité depuis quelques années pour sensibiliser les femmes sur les métiers du numérique où elles sont très sous-représentées. Ouais. Et puis là, peut-être dernier exemple, c'est l'événement justement sur l'impact, on va dire le numérique responsable qu'on veut faire à l'automne 2023 pour une première édition. Donc voilà quelques-uns des exemples de ce qu'on essaye de faire à destination des startups, quoi. Pour reparler rapidement de West Startup, quels sont vos critères de sélection des startups ? Est-ce que la startup doit déjà être créée ? Est-ce que ça peut être juste un projet ? Comment ça se passe ? Oui, alors les critères sont pas très exigeants dans le sens où alors la startup ne doit pas être créée, ne doit pas avoir commencé à commercialiser. Tout ça parce qu'on ne veut pas se mettre... y a des accélérateurs sur la place. À côté de chez nous, ici, il y a le Village Baïséa Finistère, par exemple, qui est un accélérateur de start-up. Ils font leur métier. Nous, on est plutôt en amont avec un pré-accélérateur. On parle beaucoup d'idéation. Quelqu'un qui a un projet avec de l'innovation qui est basé sur le territoire, il peut postuler pour être à West Startup. Après, il y a un jury. Il faut qu'on mesure justement le côté innovant du projet. Et l'idée, c'est d'avoir une dizaine de porteurs de projets qui vont suivre des ateliers collectifs. On va les mettre en relation avec pas mal de mentors de l'écosystème. Toujours cette logique de mise en réseau qui est assez forte, pendant environ 2 mois. Et l'idée, c'est qu'ils ressortent de là en ayant travaillé sur des aspects de modèle économique, sur leur approche commerciale, les points de vigilance juridique, apprendre à pitcher son projet, des premières mises en relation avec des investisseurs pour comprendre à quel moment il faut aller voir les investisseurs. Donc tout ça, c'est pour essayer de les faire grandir. Et après, ils iront peut-être dans d'autres dispositifs d'accélération du territoire. Tu as cité 2 exemples d'entreprises qui avaient suivi West Startup, ouais. Mais est-ce que tu as comme ça une success story qui te vient en tête suite à cet accompagnement ? Alors success story, le mot est peut-être un peu fort, mais en fait nous on suit évidemment d'assez près les projets qui sont passés par West Startup. Alors quand on parle de startup, on parle souvent de levée de fonds, qui est un prisme auprès duquel on ne se reconnaît pas non plus à 100%, parce qu'il ne faut pas juger une start-up que par de levée de fonds. Il y a plein de start-up qui vont prospérer sans passer par la case levée de fonds. Si un jour vous interviewez nos amis de CRISP du côté de Nantes, Antoine Goré ou autre, c'est une start-up qui s'est montée sans levée de fonds et qui aujourd'hui est maître à bord parce qu'elle ne s'est pas fait diluer avec des associés ou autres et qui n'a pas besoin en fait de ça parce que son modèle économique ne l'exige pas. Donc tant mieux pour eux. Donc encore une fois, la levée de fonds n'est pas une fin en soi. Mais par exemple, ces derniers temps, oui, des gens comme par exemple Xavier Moelle d'Oxyledger a fait une levée de fonds. Donc c'est sur la traçabilité des dispositifs médicaux, on est dans le domaine de la santé. Donc c'est quelqu'un qui est très impliqué dans différents réseaux, on y revient, notamment le CJD ou autre, mais qui a suivi West Startup. Et puis à côté de ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de belles trajectoires. Quelqu'un qui est passé à vos micros aussi, Antonin Raffarin, je crois. Ouais, c'était pas Antonin, mais c'était Tanguy. C'était Tanguy, exactement. Et Antonin, il avait une planche de kite évolutive. Et en fait, si un jour vous l'interviewez, il vous dira qu'il s'est pris quelques murs avec West Startup notamment, qui l'ont fait grandir. Et suite à ça, l'aventure Innobo s'est arrêtée, mais il a rebondi chez Foil & Co. Donc ça fait partie aussi d'un beau chemin entrepreneurial en fait, et Foil & Co aujourd'hui a une forte croissance, et je pense que Antonin n'est pas étranger à ça. Ça c'est quelque chose qui est très peu développé en France. Aux États-Unis, il y a des jours de célébration de l'échec. En France, se planter c'est hyper mal vu. Est-ce que ça, dans les nouveaux comportements des start-upers ou des jeunes créateurs, c'est un peu remis en cause ? Ouais, complètement. C'est vrai qu'on dit souvent aux États-Unis qu'il faut avoir planté 2 ou 3 projets entrepreneuriat avant de réussir celui d'après. Ouais, sinon les banques te prêtent pas ou t'as pas la confiance des investisseurs. C'est ça. Pour avoir vraiment tiré des enseignements de ce qui n'a pas fonctionné. Nous, on essaie de pas mal communiquer là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal d'acteurs en France, des gens comme les rebondisseurs français qui travaillent sur le sujet aussi. Là, je sais qu'en début d'année, on a fait un retour d'expérience sur des gens qui lançaient leur start-up et sur les 3 personnes qui ont témoigné. Donc là, c'était un meet-up qu'on avait organisé au Totem. Sur les 3, il y en a une qui a arrêté son aventure entrepreneuriale. Et au contraire, c'est pas parce qu'elle l'a arrêté qu'on est allé la chercher pour ça, pour son témoignage en fait.
Et pourquoi ? Parce que est-ce que c'est son équipe, est-ce que c'est le financement, est-ce que c'est son modèle économique qui était pas bon, son approche client ? Bon, on a envie de comprendre en fait, et je pense que ça c'est vraiment utile en fait. Donc je sais qu'il y a tout le côté des fail conférences où on vient. Donc c'est toujours un sujet un peu touchy, mais moi je trouve qu'on a autant à en apprendre de ça que des personnes qui ont réussi, quoi. Quels sont les secteurs des startups les plus représentés au sein de la French Tech Brest Plus ? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, j'ai pas le topo exact en pourcentage, mais on va dire qu'il y a des secteurs. Quand on pense à l'ouest de la Bretagne, on pense souvent à des secteurs historiques. Alors, pas forcément start-up, mais on pense forcément à la mer, on pense forcément à l'agri, agro, etc. Donc, on va avoir des startups dans ces univers-là, mais on n'a pas tant que ça, finalement. Alors, il y a Sidéral qui a fait une levée de fonds il y a quelques mois sur un prototype de tracteur électrique, etc. Il y a des gens comme Copix. Mais en fait, on n'en a pas énormément dans l'agri-agro. La mer un peu plus, des gens comme Eodine, Eolink, il y en a un petit paquet. Mais après, il y a des secteurs un peu dans lesquels on n'est sans doute pas fléché naturellement, mais qu'on voit apparaître. La santé. Ouais. La santé avec des gens comme Intradis, Oxyledger, Ozoai, il y en a pas mal. Avec aussi le centre d'innovation du CHRU. Si vous avez la chance d'avoir un jour Adrien Bussard, le responsable de l'innovation au CHRU, à vos micros, je pense que ça peut être un bon client. On note. Ouais, voilà. Donc la santé, en fait, il y a une vraie, on voit qu'il y a une vraie émulation autour de ces sujets-là. Après, il y a d'autres secteurs sur l'énergie, des gens comme Entech, oui. Qui est passé d'ailleurs au micro. Qui est passé aussi au micro, Christopher, dans le domaine de la cyber aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment des startups, mais des entreprises innovantes, des gens comme BZHunt, Diatim, bon bref, il commence à avoir quelques références en local. Donc voilà un peu quelques secteurs qu'on voit apparaître dans le giron French Tech. Après, voilà, il y a des secteurs aussi un peu peut-être carte postale comme tourisme, où on n'a pas énormément de start-up dans cet univers-là. Donc après, peut-être que le sens de l'histoire, c'est aussi d'avoir dans les prochaines années des accélérateurs ou des incubateurs sectoriels qui pourront voir le jour, un peu comme ce que fait du coup le CHRU avec son centre d'innovation. Mais disons que ça peut permettre d'accélérer un peu plus l'émergence de projets dans un secteur vertical, quoi. En parlant de start-up au sens large, oui. Pas forcément celle que tu accompagnes toi, mais ça peut donner un point d'appui. Quels sont les freins principaux rencontrés par les start-up ? Alors, effectivement, les freins principaux, alors on retrouve assez souvent, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, un peu les cailloux dans la chaussure sur lesquels on va essayer de travailler, on a essayé d'organiser des événements en conséquence. Là, on va retrouver forcément des sujets liés au financement. Mm-hmm. Une start-up souvent a besoin d'argent pour se financer. Ouais. Là-dessus, j'enfonce des portes ouvertes. C'est quand même la majorité des cas. Alors nous, on ne travaille pas spécifiquement sur le financement. C'est vraiment un sujet qui est traité par les technopoles. Il y a par exemple 2 événements qui sont organisés en Bretagne chaque année, qui sont des mises en relation entre des startups et des investisseurs. Okay. Donc il y a un événement qui s'appelle Go Invest qui se déroule à Rennes, l'autre qui s'appelle Startup on the Beach qui se déroule fin juillet à Saint-Malo. C'est plutôt vers l'est de la Bretagne, mais au niveau des 7 technopoles de Bretagne, ça travaille bien ensemble là-dessus. Donc là, il y a vraiment 2 rendez-vous importants pour les startups pour rencontrer des investisseurs. Ouais. Donc là, vraiment, le sujet, on va dire, il est relativement traité. Et après, il y a des ateliers tout au long de l'année pour essayer de faire monter en compétence les startups sur que préparer face à un investisseur, quels éléments vont regarder un investisseur, quel type d'investisseur, quel type de fonds d'investissement il faut aller voir, est-ce qu'il faut passer par la case Business Angel. Bon, il y a plein de questions à se poser, mais il y a un vrai sujet sur le financement. Après, il y a des sujets sur l'équipe. Mm-hmm. On le voit un peu presque par expérience, mais souvent les startups qui réussissent ou autres vont souvent avoir plusieurs associés, en fait, souvent plusieurs cofondateurs. Donc, et qui dit cofondateur, essayer de trouver des personnes, si possible, complémentaires en termes de savoir-faire. Je sais que par exemple, il y a Juan Leméné des Coteries, une fois il avait pris sur un meet-up qu'on avait organisé, il avait pris une analogie avec le rugby, où il disait, quand on est à plusieurs cofondateurs, quand il y en a un qui a un coup de moins bien, c'est comme dans la mêlée au rugby, il y en a un autre qui prend le ballon, qui va de l'avant, ouais. Et en fait c'est vraiment cette émulation et cette complémentarité qui est importante. Donc sur l'équipe, il y a des choses qu'on essaye de faire, et en tout cas tous les côtés transversalité de nos actions visent à ça aussi. Et c'est de trouver des partenaires, des associés, challenger l'approche. Donc on a parlé financement, on a parlé talent, la visibilité forcément elle est importante. Encore une fois, quand on est une petite start-up, pas évident de faire parler de soi, de dire où on est là et on a envie de frapper à votre porte. Donc des événements comme Ticket to Pitch ou autres peuvent avoir leur importance.
Voilà, et puis je pense à d'autres accélérateurs de la place, je parlais du village Baïséa tout à l'heure, mais ils vont aussi favoriser la mise en réseau avec leur réseau national de villages pour aussi permettre par exemple aux startups de pouvoir trouver des clients ou des prospects, donc en tout cas d'avancer plus vite dans leur commercialisation, quoi. Bien sûr, oui. Est-ce qu'il y a un profil type de créateur de start-up ? C'est ce que je pensais en arrivant en 2016. Pour moi, start-upper, c'était la personne qui sortait d'une école, qui va créer un objet connecté, une application, etc. Donc ça peut arriver, ça peut arriver. Mais en fait, on voit aussi apparaître beaucoup de startups qui sont des entrepreneurs on va dire de deuxième génération, quoi, qui ont connu une première expérience professionnelle, qui ont peut-être identifié un besoin dans leur expérience, qui ont un secteur d'activité un peu de prédilection, et finalement qui se lancent dans le bas entrepreneurial, peut-être à 45-50 ans, quoi. Ouais. Et c'est le cas de figure quand on parle de Yves Rallon qui a créé CHR Numérique, qui a été multi-récompensé au niveau une belle réussite locale. Même des gens comme Oswey dont on parlait tout à l'heure, ils sont 4 cofondateurs. Il y en a pas mal qui ont vraiment identifié un besoin et qui se sont mis un peu sur le tard, mais avec aussi de l'expérience engrangée qui leur permet de faire la différence. Donc finalement, pas de profil type. Souvent, évidemment, une envie, avoir identifié un besoin, souvent être à plusieurs, encore une fois, ça permet de soulager un peu, je pense, la charge mentale, et puis partager les tâches au sein du management de la start-up. Et puis voilà, et puis pas énormément de femmes sur la création. Là-dessus, je vous apprends rien. J'ai pas le pourcentage en tête, mais je le vois. On a très peu de femmes qui sont à la tête de start-up. Justement, pas de profil type, mais plutôt des hommes, comme tu le disais à l'instant. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites au sein de la French Tech Brest Plus pour justement encourager l'entrepreneuriat féminin ? Oui, on essaye à notre petit niveau, mais après, je pense que c'est vraiment un travail collectif, et heureusement, il y a plein d'acteurs qui font des choses là-dessus. Donc nous, alors, on co-organise Femmes et Numérique depuis quelques années pour favoriser la reconversion vers les métiers du numérique. Là, on le fait avec la CCIMBO et avec l'ENI, avec par exemple Karen Quintin à Quimper, qui est hyper dynamique et qui soulève des montagnes sur ces sujets-là. Il y a des gens comme ADN qui organisent également, par exemple, des choses à destination des collégiennes, des événements type Girls Are Coding, réservés aux filles pour leur apprendre le code, etc. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Aussi des choses comme Elle code, elle crée, Jamais sans elle, plein de choses pour permettre la représentativité des femmes, ne serait-ce que dans les conférences, pour qu'on ne se retrouve pas une tribune avec 4 hommes, col blanc, la quarantaine qui prennent la parole. Sur l'entrepreneuriat, malheureusement, il y a quelques années, on en voit toujours, mais les couvertures de presse sur les startups les plus prometteuses, on voit que des hommes CSP+, multidiplômés, etc. Là, au niveau national, au niveau de la French Tech, il y a pas mal de choses qui sont faites au travers de dispositifs comme French Tech Tremplin ou autres pour favoriser l'entrepreneuriat pour des gens, par exemple, issus des QPV ou autres, ou des gens aux minima sociaux, des boursiers. QPV, c'est quartier prioritaire de la ville, c'est ça ? Ouais, tout à fait, pour permettre, en fait, parce que nous, on connaît où sont les incubateurs, etc. Mais je veux dire, si on est à Caréderne, à Brest ou ailleurs, on ne sait pas forcément ce que c'est un incubateur. Bien sûr, donc c'est vraiment essayer de démocratiser tout ça, parce qu'on a tous à gagner à ce que les startups et l'entreprise soient représentatifs de la société, en fait, en termes d'hommes, de femmes, d'âge, en termes de tout, en fait. Donc on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice là-dessus, et du coup ça part de très loin. Quand je disais qu'il y avait des sensibilisations sur le collège, il y a quelques années, il y avait par exemple un événement qui s'appelait Devox for Kids à Brest, où c'était des enfants de primaire qui commençaient à apprendre à coder, à faire imprimante 3D, etc. Et je sais qu'ils avaient du mal à remplir au niveau des filles, parce qu'il y avait forcément plus de garçons qui s'orientaient là-dedans. Et les filles, parce qu'après l'idée c'est que les filières ingénieurs notamment soient mieux équilibrées, et qu'on se retrouve pas avec... du boulot. Et il y a du boulot, tout à fait. Mais bon, je reste persuadé qu'il faut continuer à se battre là-dessus, que les petits ruisseaux font les grandes rivières, et puis encore une fois, les filles n'ont aucune raison de pas y aller, en fait. Si ce n'est de la confiance en soi, le plafond de verre, etc. Mais il y a toute légitimité à y aller, quoi. L'épopée des startups a fait naître tout un bestiaire, donc gazelle, girafe, licorne, titan. Est-ce que tu peux nous aider à y voir un petit peu plus clair entre ces différentes appellations ? Oui, alors on les utilise pas tous au quotidien. Et alors nous, on parle pas mal donc de start-up évidemment dans notre écosystème, de scale-up, qui peuvent être les gazelles, effectivement, ça peut être les scale-up, c'est des start-up qui ont atteint une certaine maturité, qui ont trouvé leur marché, et qui du coup, il y a vraiment la notion d'échelle, quoi. Elles grandissent plus vite. Donc on retrouve la vitesse de la gazelle.
Non, et après, ce qu'on utilise, je pense, le plus dans le domaine presque du grand public, c'est les licornes. Ouais. On entend parler des licornes, donc les entreprises valorisées, $1 milliard, non cotées en bourse, etc. Là, il y a eu une forte accélération en France sur les licornes. Aujourd'hui, je ne sais plus exactement combien on est. On doit être à 27 ou 28 licornes, si je ne dis pas de bêtises, en ce début d'année, avec des noms qui sont certains connus du grand public, d'autres un peu moins, mais on va retrouver des noms comme Doctolib, Blablacar, Ledger, Back Market, tout ça. Et après, des noms un peu moins connus du grand public. Alors je sais qu'il y a un objectif qui a été donné d'avoir 25 licornes sur le territoire en 2025, il a été largement dépassé. Alors pourquoi c'est important de parler de licorne? Parce que derrière, on est sur des sujets de souveraineté nationale en fait. Ouais. Et forcément, c'est de faire émerger des champions mondiaux, d'avoir des champions sur le territoire, parce que on parle derrière de propriété de données, on parle de pas mal de choses qui peuvent être des sujets quand même sensibles, surtout dans un contexte un peu géopolitique compliqué. Donc du coup, plus aussi on a de champions nationaux, mieux c'est pour le territoire. Donc on n'est plus obligé d'aller aux États-Unis pour réussir. Ah non, même pas besoin d'aller. Il faut rester en Finistère et Côte d'Armor, entre Brest, Morlaix, Lannion et Quimper. Non, mais c'est vrai qu'il y a tous ces sujets d'attractivité territoriale dont je parlais un peu au début. Aujourd'hui, moi je vois depuis les 7 années que je suis là, l'écosystème, on parle beaucoup d'écosystème de notre côté, mais ça s'est quand même clairement renforcé sur, je pense aux incubateurs, aux accélérateurs. Il y a quelques années, il n'y avait pas N-Startup, un incubateur qui est à l'Ensta, il n'y avait pas le Village by CA ou autre. Au niveau des fonds d'investissement, ça s'est très largement structuré, avec par exemple la West Web Valley qui est arrivée également dans les années 2016 à peu près. Aujourd'hui, encore une fois, il y a aussi beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire et je reste persuadé qu'il y a plein de choses à faire en fait avec elles et qu'elles peuvent être des très bons sparring partners par rapport aux startups. Et que, encore une fois, on est au bout de la Bretagne, donc l'objectif c'est de garder de l'emploi ici, c'est d'avoir des entreprises dynamiques, et on a toutes les cartes en main pour jouer, et que les gens qui viennent sur le territoire ou qui restent soient pleinement épanouis. Et là, je pense qu'on n'a pas à rougir avec d'autres territoires en France ou à l'international, quoi. Et qu'est-ce qui pourrait manquer encore, ou qu'est-ce qui a amélioré, soit à la French Tech, soit en France en général, pour concurrencer vraiment solidement la Silicon Valley? Alors après, il peut y avoir des notions de niveau d'investissement peut-être qui peuvent être encore supérieures, mais je pense qu'il y a énormément de choses. Même à Paris, depuis quelques années, il y a également par exemple Station F qui a ouvert ses portes, qui se présente comme le plus gros campus de start-up, 10 000 start-up, etc. Nous, on a fait aussi des choses avec eux, par exemple, pour permettre à des startups d'ici d'aller se challenger un peu là-bas. Donc finalement, je trouve que sur le territoire, il manque vraiment pas grand-chose. Encore une fois, plus de transversalité, peut-être un peu plus de complémentarité, de lisibilité entre les dispositifs, parce que aujourd'hui on parle du coq rouge French Tech, mais il y a aussi le coq bleu French Fab. Il y a pas mal d'appellations qui des fois peuvent un peu desservir. C'est ma mal vision. très français. Oui, c'est ça, ouais. Il y a pas mal de strates. Mais non, franchement, on a quand même tout pour plaire. Et il y a aussi des dispositifs qui ont été faits au niveau national de la French Tech sur des notions de visa, par exemple, pour faciliter l'arrivée de fondateurs ou de collaborateurs étrangers pour rejoindre les startups françaises. Donc franchement, on a de beaux jours devant nous, j'espère. Oui, parce qu'on parle souvent des entrepreneurs français qui partent aux États-Unis pour entreprendre, mais la French Tech permet aussi d'attirer des créateurs de start-up étrangers en France avec ce dispositif de visa dont tu parlais. Est-ce que ça se passe vraiment ou est-ce que ça reste juste un dispositif? C'est encore un peu trop sous les radars. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu des actions French Tech Press Plus. Je vous ai pas trop parlé des dispositifs nationaux French Tech parce que je voulais pas non plus perdre totalement l'auditoire. Mais c'est vrai qu'on parle de French Tech Rise, Central, Tremplin, il y en a un bon paquet. Et c'est vrai que le French Tech Visa, on n'a pas eu énormément de communication dessus. Donc je pense qu'il est encore un peu sous les radars, mais qu'il gagne à être connu pour permettre justement des interactions. Et peut-être dans la même ordre d'idée, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la French Tech, donc c'est au niveau national les capitales, mais il y a aussi des communautés à l'international. Donc aujourd'hui, il y a des entrepreneurs français qui sont basés à Los Angeles, à Pékin, au Cap, bref, sur différents continents, et qui sont là pour essayer de favoriser un peu le soft landing, l'arrivée des Français, ouvrir leur carnet d'adresses, etc. Donc on voit qu'il y a des vraies actions qui sont faites en France, et les interactions sont nombreuses entre la France et l'international. Et même dans le cadre de Vivatech, qui n'existait pas il y a quelques années aussi, qui est arrivé à Paris depuis quelques années, il y a toutes ces communautés internationales qui viennent, beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent à Paris.
Donc il y a vraiment un coup de projecteur très important qui est fait au niveau national au bénéfice des startups françaises. Donc à l'international, la French Tech a plutôt une bonne image, si je comprends bien. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, je pense que alors je peux pas être totalement objectif en parlant de la French Tech, hein, mais je trouve que le côté de ce label-là, je trouve qu'il a il a un parti pris qui est relativement à la fois moderne, bienveillant, dynamique, et qui l'emmène beaucoup de monde avec lui, en fait. Comment est-ce que la French Tech accompagne les 13 capitales French Tech en région ? Et bien justement, il y a pas mal de dispositifs, donc j'en parlais un tout petit peu avant, parce que l'objectif au niveau French Tech, c'est quand même qu'il y ait une certaine unité dans les dispositifs qui sont, dans les actions qui sont faites. Je vous parlais des actions comme Ticket to Pitch que nous pouvons faire nous au niveau local. C'est des choses qui ne sont pas forcément faites ou faites d'une autre forme dans d'autres capitales, mais c'est pas dans le cahier des charges national. Par contre, effectivement, une action comme French Tech Tremplin, ouvrir l'entrepreneuriat au plus grand nombre en jouant vraiment sur la diversité, ça c'est quelque chose qui doit être déployé par chaque capitale. Donc là-dessus, c'est un peu nous un cahier des charges, de manière à ce que le service soit commun et uniforme un peu partout. Donc il y a vraiment cette notion-là de dispositif. Pareil pour les levées de fonds, je vous ai parlé des dispositifs régionaux portés par les 7 technopoles. Il y a également une action qui se déroule une fois par an à Paris qui s'appelle French Tech Rise et qui permet à des startups de région d'aller à la rencontre des investisseurs à Paris, parce qu'il ne faut pas se voler la face, les principaux fonds d'investissement, la majorité quantitativement, sont à Paris, et pour réussir à les faire venir sur le territoire, les ramener à Saint-Malo, à Rennes ou ailleurs, c'est pas évident. Donc du coup, il y a un peu ces deux notions, c'est aussi de faire monter les startups à Paris pour qu'ils aillent pitcher. Et lors de la dernière édition, c'est une startup immatriculée à Quimper qui s'appelle Datasolus, qui a d'ailleurs remporté le prix de la licorne de demain. Donc on peut être cocorico breton, donc je sais pas comment il faut dire, mais on sort le Guanadu, quoi, grosso modo, puisque c'est la French Tech Brest Plus au travers de cette startup quimpéroise qui a remporté le lot. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'entreprises, de belles réussites d'entreprises qui ont été soutenues par la French Tech French Tech au niveau national, ou là il y a plein de startups, des gens comme Insect par exemple, que vous connaissez sans doute dans l'agri-agro. Tout à l'heure on parlait de gens comme Back Market sur le reconditionnement ou des choses comme ça. Dans le domaine de l'énergie, il y a beaucoup de belles startups. Lors d'un séminaire French Tech, il y a quelques mois de ça, à Grenoble, on a fait la connaissance d'une startup qui s'appelle Vercor, qui est assez incroyable également. Donc toutes ces startups-là ont par exemple pu être accélérées dans le cadre de ce qu'on appelle le French Tech 120 ou Next 40. Là, c'est un peu les têtes de gondole French Tech, des startups au niveau national, et qui peuvent permettre d'avoir un accompagnement spécifique pour lever leurs freins. Si elles veulent se développer dans un pays spécifique, il va y avoir des mises en relation avec l'État pour essayer de les faire aller plus vite. S'il y a des dépôts de brevets, ils essayent de leur déployer un peu le tapis rouge pour que ces startups-là, qui peuvent être des vraies têtes de gondole au niveau international, puissent aller plus vite. Donc il y a un vrai lien qui est fait, je pense, entre la French Tech et puis un vrai maillage au bénéfice des startups, quoi. On a parlé de ce qu'offre la French Tech Brest Plus, mais un peu moins de son fonctionnement. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu et nous dire comment ça s'articule ? Ouais, tout à fait. Et la gouvernance. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est vrai que j'ai parlé de l'équipe opérationnelle. Donc moi, je suis entouré avec Aurélie, Anaëlle, Nathalie, Auria, Clémence, au niveau de l'équipe opérationnelle, donc tous les jours. L'action est, encore une fois, le label French Tech est porté par les technopoles sur l'Ouest. Et par contre, on a un board d'entrepreneurs, notamment, qu'on réunit une fois par mois et qui nous aident sur la feuille de route. Donc ils viennent nous ouvrir leur réseau, nous conseiller ou leur apporter leur ressenti par rapport à ça. C'est quoi ? C'est des institutionnels, des privés Nous, on a pas mal panaché, ce qui va assez bien, je trouve, avec la typologie de nos actions, où on essaye de pas mal faire du lien, je disais là, entre des startups et des ETI. Là, c'est pareil. Il y a par exemple des ETI qu'on retrouve au board. On va retrouver Guillaume Vasse, par exemple, qui s'occupe du numérique au sein du groupe Le Télégramme. On va retrouver Emmanuel Cadiou, qui est dans le board. On va retrouver des structures d'enseignement également. Je parlais tout à l'heure de Karine Quintin de l'ENI qui fait son entrée dans le board. On a des gens qui sont des entrepreneurs de start-up. Donc là, on a le CHR numérique, on a Ozoai, N-Tech, qui par exemple, Apizi, Michel Lostis, fidèle au poste toujours, le tout présidé par Charles Kabilik. Donc on a vraiment un mélange de pas mal de typologies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a donc une dizaine de personnes, on a une majorité de femmes au sein du board qui nous aident sur la feuille de route. Et l'idée, c'est vraiment de co-construire ensemble les actions. J'ai pas cité également, on a Marilyn Bénard, par exemple, qui a pris la tête de l'incubateur de l'ENSTA à Brest,
qui pareil, c'est pour avoir un ressenti au niveau de l'école, des incubateurs. Est-ce que nos actions collent aux attentes de ce qu'ils identifient? Je pense que c'est très intéressant, quoi. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup Frédéric pour toutes tes réponses. On va clôturer avec nos questions plein phare. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Il y en a beaucoup, évidemment. Non, si je vais en citer un... alors moi, je suis du Nord Finistère et ma femme est du Sud Finistère, donc autant dire que... Et puis comme la French Tech est répartie entre le Finistère et les Côtes d'Armor, je vais créer beaucoup de jaloux si je fais... Donc du coup, je vais partir sur une île, c'est un peu plus consensuel, etc. Non, moi j'ai un petit faible pour l'île d'Ouessant. Au niveau de la famille, on est assez fan. Je trouve que c'est vraiment assez exceptionnel. J'ai même testé un coworking à Ouessant il n'y a pas très longtemps. Sur la place en face de l'église, au-dessus d'un magasin vrac, il y a un coworking qui s'est ouvert et donc c'est assez exceptionnel. Et, original. Incroyable. Et il y a pas longtemps, je suis allé faire une visio et pour de vrai, j'étais en location là-bas, j'ai pris mon vélo parce qu'à Ouessant tout se fait à vélo, j'ai traversé une rue, il y avait des moutons de partout, je suis arrivé au coworking, vraiment l'image d'Épinal, mais voilà, c'est vrai. Et puis ce qui est exceptionnel, franchement, à Ouessant et sur les îles, je trouve que c'est il n'y a pas la même notion du temps, en fait. Le temps dure longtemps, comme dirait Nino Ferrer. Et non, c'est exceptionnel. Donc vraiment, Ouessant, vraiment coup de cœur, quoi. Bon, ça reste Finistère Nord, mais on t'en veut pas. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Être breton, alors on va recouper, je pense, un peu avec les valeurs que j'indiquais pour la French Tech tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a cette notion un peu de bienveillance, d'accueil qui est importante, de collectif. Je sais que mes collègues de Nantes, ils parlent souvent du jeu collectif à la nantaise, parce que c'était une allusion par rapport au foot des années 80 à Nantes. Mais des années 80, on est bien d'accord. Ouais, voilà, c'est le passé. Alors que nous, on est dans l'actualité. Comme ça, je leur mets un petit taquet au passage. Et non, mais le jeu, je pense que là, du côté ouest-breton, il est bien aussi. Donc, non, faut vraiment, encore une fois, jouer collectif. Et je pense qu'être breton, c'est jouer collectif parce qu'on est au bout et parce qu'on n'a pas, entre guillemets, d'autre choix que de s'entraider. Ouais. Donc, il y a vraiment cette notion d'ouverture, d'entraide. Et puis, j'en profite, si on parle d'entraide, j'ai pas remercié et nommé nos amis de la cantine, parce que quand on parle de l'action French Tech sur le territoire, les premiers qui ont mené l'action French Tech, c'était la cantine numérique de Brest, donc il faut leur rendre hommage. Donc Emeric, notamment Jessica et d'autres personnes qui se reconnaîtront, Christelle ou autres, et qui ont porté au début aussi l'action French Tech en disant il faut qu'on y soit. Et vraiment, la cantine numérique, c'était... Alors moi je l'ai vécu en tant que coworker, mais pour moi c'était un peu le premier tiers-lieu dans les années 2014-2015 sur Brest. En tout cas, j'en connaissais pas d'autres moi. Et aujourd'hui, bon, il y a plein de tiers-lieux, mais du coup, voilà, ils ont aussi ouvert la brèche et apporté leur pierre à l'édifice. Et ça, je trouve qu'on s'y retrouve dans les notions de brestois. Et j'ai pas encore parlé de bière pendant toute l'interview, mais je pense que dans l'identité brestoise, il y a forcément un peu de bière. C'est pour ça qu'on fait des événements qui s'appellent Meet and Beer, parce que quand même, c'est plus agréable de faire un événement avec une bière. Jolie transition. À consommer avec modération. C'est ça, tout à fait. Bon, là, tu vas pas te faire que des copains, mais c'est quoi la start-up à suivre en Bretagne ? Alors forcément, je pense si c'est qu'une, parce que sinon ce serait pas possible. Tu as le droit d'en citer plusieurs, mais pas 30 quand même. Non. Non, alors c'est marrant parce que j'ai réfléchi à cette question et en fait je me faisais Alors je vais citer 2-3 startups et je vais citer aussi une autre entreprise qui n'est pas une startup, mais je crois que c'est des gens, la plupart sont passés à vos micros, donc bon, pour les plus fidèles auditeurs, comme quoi vous avez le nez creux. Non, alors dans les styles assez différents... Alors si je démarre par les non-startups, moi il y a une boîte qui m'impressionne toujours, c'est Cadieu. À Locronan. Je connais très bien Emmanuelle. J'ai participé quelques années à un jury qu'elle fait en interne. Elle a une capacité à fédérer autour d'elle qui est incroyable, à fédérer ses équipes. Les gens sont très attachés en interne à l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une belle boîte ils sont 600 ou 700. Ils font des portails à Locronan. Moi, je les connaissais pas du tout quand je suis arrivé à la French Tech. Et vraiment, c'est incroyable. C'est un vrai coup de cœur. Et je sais qu'elle nous aide sur nos actions. Elle finance certaines de nos actions. Elle est très curieuse toujours par rapport à des startups, elle a participé à plusieurs événements, donc je lui tire mon coup de chapeau. Il y en a plusieurs d'autres comme elle. Et Cadieu détient la palme à notre micro des entreprises les plus inspirantes, dans tous les épisodes. Ouais. Après il y a des gens comme Daniel Sauvaget que j'adore aussi, des quand même qui pareil ont cette ouverture d'esprit là aussi sur la curiosité en se disant les startups... je vais voir ce qu'il y a à en faire, mais je sais que ça va m'apporter des idées qui vont m'aider un jour. Donc voilà, pour la catégorie hors start-up, je dirais. Et sinon, au niveau start-up, alors tout à l'heure, je parlais d'Ozoai, start-up un peu technologique, mais l'oreille augmentée des soignants.
Alors Philippe, il a travaillé beaucoup ici au Totem, c'est vraiment quelqu'un d'adorable et toute l'équipe est incroyable. Le sujet en plus est noble parce qu'ils sont là pour optimiser le travail des soignants dans les EHPAD. Sujet hyper intéressant, effectivement. Sujet hyper intéressant, l'équipe elle est top, je pense qu'ils ont vraiment ils ont une approche qui est incroyable. Ils ont beaucoup travaillé avec le CHU pour pas arriver comme des cow-boys dans les EHPAD en disant on a notre solution, vous l'achetez pas. Non, ils ont co-construit la solution, ils ont vraiment je suis vraiment admiratif de leur travail et de leur croissance. Donc aujourd'hui, ils sont une trentaine répartis entre Brest, Grenoble et Toulouse, et bravo à eux. Après, dans un style assez différent au niveau start-up, je parlais de Endro aussi. Je sais que vous connaissez Boris et Marion. Tout à fait. Mais franchement, ils sont incroyables aussi. La volonté, la vision. Je suis consommateur de leurs produits, ils sont incroyables. La communication, ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux aussi et ils sont beaucoup dans un côté aussi fidéliser les salariés sur plein de choses. Et aujourd'hui, je pense que les hommes avec un grand H dans l'entreprise, c'est une valeur, la valeur première en fait. Et je pense que réussir à fidéliser ses salariés et les embarquer dans un projet d'entreprise, c'est ce qui compte le plus. Donc bravo Endro. Et peut-être une dernière, Bretagne à 5 départements, c'est des gens comme Shopopop du côté de Nantes. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un ADN dans leur boîte. Ils engagent les salariés sur des valeurs, sur plein de choses qui déclinent. Il y a une vraie cohérence en fait. Les dirigeants, Antoine notamment, hyper proche de ses salariés. Et je suis assez admiratif des gens qui réussissent parce que la boîte a bien grossi, mais réussir à garder à la fois une proximité et engager les personnes, je pense que c'est le rêve de tout entrepreneur, quoi. Et toutes les entreprises que tu as citées, sauf Shopopop, pas encore, mais peut-être bientôt, sont à découvrir dans les précédents épisodes de Plein Phare. Mais vous avez un super casting, hein. J'ai regardé un peu les quarantaine d'épisodes précédents et franchement, il y a plein de choses à en tirer. Donc bravo à vous, c'est pour le travail de fond que vous faites. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site de la French Tech Brest Plus ? Ouais, bien sûr. Donc alors l'URL est un peu longue. Tous nos sites sont en BZH d'ailleurs, je tiens à le dire, parce qu'on cherche à cultiver un peu la pointe bretonne là. Donc nous c'est frenchtech-brestplus.bzh. Et après là où on est le plus présent sur les réseaux sociaux, nous le réseau social qu'on utilise le plus c'est LinkedIn. On est à peu près 8000 abonnés, mais vraiment c'est là où on communique sur les actions des startups, les actions de tout ce qui se passe sur le territoire. On communique sur des offres d'emploi, on essaye de montrer qu'il y a un beau territoire dynamique, et nous, dès qu'on intervient devant des étudiants ou autres, on essaye aussi de leur montrer tout ça pour leur dire faut pas qu'ils partent d'ici sans savoir qu'il y a tout ça ici en local. Faut vraiment, on apporte notre pierre à l'édifice, j'espère, pour les maintenir sur le territoire. Et si des auditeurs veulent poursuivre l'entretien avec toi ou ont des questions complémentaires, est-ce qu'ils peuvent te retrouver toi personnellement sur un réseau social, LinkedIn ou autre ? Oui, bien sûr, sur LinkedIn, il n'y a pas de problème, je suis relativement joignable là-dessus. Et puis après, je redispatche aussi s'il y a besoin vers Lannion, vers Quimper, parce qu'on on est sur l'ouest breton, pour qu'on soit au plus proche et puis pour qu'on voit en quoi on peut être utile aux porteurs de projets. Et si on n'est pas utile, on cherche à le dire aussi, parce qu'aujourd'hui, des porteurs de projets, des fois, peuvent être mieux accompagnés parce qu'il n'y a peut-être pas le côté innovation, peut-être pas de l'ESS ou autre, et on essaye du coup, nous, de tisser pas mal de liens avec d'autres acteurs pour que les gens frappent à la bonne porte, parce qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de portes dans l'écosystème et que c'est pas évident de s'y retrouver, quoi. Super, un grand merci beaucoup Frédéric. Merci à tous les deux d'avoir participé à l'aventure Plein Phare. Ok. Merci à tous les deux. Un grand merci à Frédéric Nicolas de nous avoir parlé de la French Tech et en particulier de la French Tech Brest Plus qui nous accueille si souvent. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Frédéric, vous pouvez retrouver les liens de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt.